Monsieur le ministre de l'économie, ce week-end, dans une tribune, l'ensemble des parlementaires socialistes vous interpellaient pour que vous vous opposiez à la vente par le groupe Sanofi de sa filiale Opella, productrice du Doliprane, vente à un fonds d'investissement américain. J'étais moi-même lundi matin sur le site de Lisieux, dans mon département du Calvados, aux côtés des salariés, pour vous dire de vive voix mon opposition ferme à cette vente. Personne n'a oublié qu'en 2020, après la première vague de l'épidémie du Covid-19, le président de la République annonçait la relocalisation de la production du paracétamol en France avec un soutien massif de l'État. 4 ans plus tard, nous apprenons avec stupeur la décision guidée par une logique purement financière de Sanofi, géant pharmaceutique français. Nous vous demandons solennellement, monsieur le ministre, d'empêcher cette vente qui pose de sérieux enjeux de souveraineté sanitaire et constitue une menace directe pour les 1 700 emplois liés à l'activité industrielle et commerciale d'Opella en France. Comme l'a affirmé le président de la République lui-même, vous avez les instruments pour empêcher cette vente. Le décret Montebourg permet au gouvernement d'opposer son veto au rachat de toute entreprise dont les activités sont essentielles pour garantir la protection de la santé publique des Français. Il faut l'utiliser et privilégier les alternatives françaises au nom du patriotisme économique. Le Doliprane, médicament essentiel pour des millions de Français, ne doit pas changer de nationalité. À ce propos, vous seriez bien inspiré de prendre connaissance du rapport du Sénat sur la reconstruction de la souveraineté économique de la France de notre collègue Franck Montaugé, mais aussi des travaux relatifs à la pénurie de médicaments auxquels a participé la sénatrice Émilienne Poumirol. Nous ne croyons pas au possible engagement qui serait pris par Sanofi. Nous avons vu trop d'entreprises ne pas respecter leurs accords passés avec l'État, particulièrement en matière d'emploi, et préférer payer des amendes, même conséquentes. Alors aujourd'hui, face à la crainte légitime d'une casse sociale à Lisieux, à Compiègne, et d'une délocalisation dans un contexte marqué par des difficultés croissantes d'approvisionnement de médicaments, ma question est simple. Allez-vous engager votre droit de veto et pourquoi ne l'avez-vous toujours pas fait? En ce mois d'octobre rose, je souhaite vous interpeller en tant que femme, citoyenne et sénatrice sur l'inégalité d'accès à la prévention et au traitement du cancer du sein, le cancer féminin le plus fréquent, 61 000 cas par an. Comme l'indiquent les rubans accrochés à nos vestes, le dépistage systématique permet de répondre à un enjeu majeur pour la santé des femmes. Si la campagne de sensibilisation est importante, encore faudrait-il pouvoir accéder à ce dépistage. Les derniers chiffres de Santé publique France révèlent que moins d'une femme sur 2 y participe. En cause, la faiblesse actuelle de notre offre de soins dans des territoires qui sont en voie d'extinction médicale. En Charente, mon département, mais aussi ailleurs, les délais de rendez-vous pour une mammographie excèdent souvent les 6 mois. Ce n'est pas acceptable. De surcroît, en Nouvelle-Aquitaine, il est prévu une diminution de près de 30% du budget alloué au Centre de coordination des dépistages des cancers. On ne peut pas faire des économies aussi mal ciblées. En milieu rural, l'offre en radiologie n'est pas en capacité de faire face à la demande. Seules les capitales régionales ou Paris délivrent des rendez-vous rapides pour celles qui, bien sûr, ont les moyens de se déplacer. Quand une femme a une ordonnance pour une mammographie, il faut impérativement établir le principe qu'un rendez-vous en urgence doit pouvoir être pris sous 3 jours maximum, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire concrètement ce que vous entendez faire pour améliorer la prise en charge des dizaines de milliers de femmes confrontées à cette épreuve terrible du cancer du sein? Il y a une vraie détresse des femmes qu'il faut entendre. Les déserts gynécologiques sont en augmentation constante. D'ailleurs, la Cour des comptes s'en alarme. En 10 ans, nous avons perdu la moitié des effectifs de gynécologues. L'urgence est là. Après un septennat qui a été largement décevant pour lutter contre les déserts médicaux, le port du ruban rose ne suffira pas à vous dédouaner de vos responsabilités. Aussi, avec force, nous demandons l'égalité d'accès aux soins pour toutes et pour tous. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Le projet de budget de votre ministère pour 2025 naît de votre propre aveu, Monsieur le garde des Sceaux, pas satisfaisant en ce qu'il prévoit une baisse des crédits de près de 500 millions d'euros par rapport à la loi de programmation 2023-2027. Vous avez d'ailleurs été beaucoup plus précise au micro de RTL il y a 2 jours, en indiquant « si on en reste à la lettre plafond, je ne vois pas ce que je ferais encore au gouvernement ». Déclaration plus qu'étonnante pour un ministre nommé il y a à peine 3 semaines, en pleine connaissance, nous pouvons l'imaginer, de la situation budgétaire de notre pays. Chers collègues, nous sommes tous conscients de la situation de la justice en France.
Le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice vient d'être publié aujourd'hui et confirme que la France se situe, malgré les efforts, en dessous de la médiane des pays du Conseil de l'Europe concernant les effectifs de justice. Le coup d'arrêt à la programmation des crédits que porte le budget, c'est concrètement 3 fois moins de postes de magistrats, de greffiers, d'agents pénitentiaires que la trajectoire initialement prévue pour 2025. C'est autant d'engagements et de promesses reniées. Que dire aux professionnels du monde de la justice confrontés, comme c'est le cas dans mon département du Loiret, à des juridictions fortement sous-dotées? Que dire au personnel des centres pénitentiaires, notamment au regard des engagements pris à la suite du drame d'Incarville? J'ai visité lundi le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. J'ai constaté l'engagement et le professionnalisme des agents. J'ai en même temps entendu les inquiétudes, les attentes et les constats, et notamment celui-ci. 35% des détenus ont des pathologies mentales lourdes qui relèvent de la psychiatrie. Alors, monsieur le garde des Sceaux, quel engagement précis pouvez-vous prendre? Vous engagez-vous à ce que le budget soit rétabli? Ou avez-vous d'ores et déjà rédigé votre lettre à l'intention du Premier ministre? Vous comprendrez, monsieur le garde des Sceaux, que notre responsabilité soit d'alerter. C'est d'ailleurs ce que nous avions fait au moment du budget 2024. C'est ce que nous avions fait pour la Nouvelle-Calédonie. C'est ce que nous avions fait pour la loi immigration. Et nous serons vigilants par rapport aux propos que vous venez de tenir pour vérifier si véritablement c'est le cas. Mais monsieur le garde des Sceaux, nous savons que votre situation est plus qu'inconfortable, y compris face aux surenchères sécuritaires et démagogiques venant de membres de ce gouvernement, et les récentes annonces sur la loi immigration le confirment, montrant que vous courez et ce gouvernement court après l'extrême droite. Alors pour notre part, vous comprendrez que nous nous efforcerons de rester fidèles au combat et aux engagements de l'un de vos illustres prédécesseurs, Robert Badinter.